Bonjour tout le monde, c'est Thibaut du site Corrige ton impôt. Aujourd'hui, on va voir un fait divers incroyable d'un particulier qui a acheté des bouteilles de vin, qui les a revendues, qui a gagné 70 000 euros et qui a subi un redressement fiscal dans la foulée. Et il vient de perdre devant le tribunal et il doit payer 70 000 euros. Donc on va voir comment c'est possible et vous allez voir que c'est quand même très instructif pour savoir voilà, comment procéder. Alors au niveau du vin, mais au niveau de tout, quand on achète et qu'on revend des choses et qu'on gagne de l'argent, voilà, qu'est-ce qu'on risque, comment faire pour éviter de finir comme ce pauvre monsieur. Alors, donc l'histoire est véridique, hein, la jurisprudence, elle est là sous vos yeux ébahis. Je vous la mets en description, vous pouvez aller voir. Tous les chiffres sont dedans, on a tout le rapport du tribunal. On a le... Je vais vous expliquer ce qui s'est passé de manière plus simple, mais si ça vous intéresse, tout est ici de A à Z. Moi, je vous ai fait un petit récap, ce sera plus sympa et on pourra aller directement au fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une personne qui est collectionneur de vin. Donc, tous les jours, elle achète des bouteilles de vin. Elle a plus de 600 bouteilles dans sa cave. Et en 2011, elle a acheté 6 bouteilles d'un vin, alors du Pétrus. Moi, j'y connais rien, mais bon. Elle a acheté 6 bouteilles de Pétrus, 3 700 euros. Et elle a revendu ces 6 bouteilles, 12 000 euros. En 2012, elle a fait la même chose. Elle a acheté 6 bouteilles de Pétrus, 2009. Et elle les a revendues. Donc 3 000 euros, elle les a revendues 14 000. Et en 2013, pareil. Donc sur 3 années comme ça, elle a acheté ses bouteilles, elle les a revendues quasiment dans la foulée. Et cette personne a gagné 72 780 euros au total sur ces 3 années. Voilà la plus-value qu'elle a fait en vendant tout ça. Alors c'est gros. Mais le fisc va s'en rendre compte et le fisc va opérer au final un redressement. C'est-à-dire, si vous regardez la jurisprudence, on va l'expliquer. Mais la personne, elle a gagné ça il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, elle perd et elle doit payer ça. Donc, elle doit payer quasiment autant que ce qu'elle a gagné. Puis, elle a eu des frais d'avocat et tout. Donc, au final, elle a payé encore plus que ce qu'elle a gagné. Donc, pourquoi, comment on en arrive là et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'histoire? Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, elle a revendu les bouteilles de vin à une société. Un jour, le fisc a contrôlé la société qui achète les bouteilles de vin. Donc, tout va bien dans cette société, tout est déclaré. Mais elle se rend compte qu'il y a des bouteilles de Pétrus qui arrivent de monsieur Intel. Donc, dans la société, ils avaient fait leur facturation et tout. Et ce monsieur Intel, les impôts ne le connaissent pas. Et donc, ils vont contrôler ce monsieur Intel. Et là, ils se rendent compte que ce monsieur Intel, bah, il a une grosse collection de vins, mais ils se rendent compte qu'il achète et il revend des bouteilles et qu'il n'a jamais rien déclaré. Et donc le fisc, automatiquement, fait un redressement. Sauf que, alors un redressement, c'est normal. C'est normal. On va dire que si elle le redressait en tant que particulier, c'est vrai, pour lui dire, bah, écoutez, monsieur, vous voyez, là, vous avez vendu vos bouteilles de vin, vous avez gagné 72 000 euros. Normalement, ça se déclare, c'est ce qu'on appelle de la plus-value sur des cessions de biens meubles. Donc voilà, vous auriez dû déclarer ça dans votre déclaration d'impôt. Et là-dessus, vous auriez payé de la fiscalité. Donc on ne va pas faire le détail, mais voilà, vous pouvez considérer qu'environ 30% partent en fiscalité. Et donc le fisc aurait pu faire un contrôle ici, prendre 30% et en rester là. Mais non, le fisc a été plus loin. Le fisc s'est dit, mais ce gars-là, je ne vais pas le redresser en tant que particulier, en disant qu'il n'a pas déclaré sa plus-value dans sa déclaration d'impôt. Ce serait trop facile et pas assez lucratif. Je vais essayer de dire que comme il a vendu beaucoup de bouteilles de manière régulière en faisant une grosse plus-value, il aurait dû être déclaré comme une activité commerciale. C'est-à-dire qu'il est en train de faire de la vente de vin un peu son activité. Et c'est comme ça que le fisc va essayer de le redresser. Pourquoi ils font ça? Parce que ça change tout. Au lieu de le redresser juste sur la plus-value et de prendre 30% avec un peu d'intérêt de retard, s'ils arrivent à le requalifier en disant que ce gars-là fait une activité commerciale de vente de vin, ils peuvent prendre beaucoup plus. Ils peuvent prendre l'impôt sur le revenu. Comme on vient de le dire, c'est un système différent s'il est requalifié en marchand, mais voilà, l'impôt sur le revenu, c'est le système du BIC. Donc grosso modo, ils peuvent lui prendre l'impôt sur le revenu. Ils peuvent aussi lui prendre la TVA. Et là, c'est beaucoup plus, puisque quand on achète, qu'on revend des marchandises et qu'on est en activité commerciale, au-delà d'un certain seuil, on doit payer un nouvel impôt qui est la TVA. Et donc le fisc, en faisant ainsi, lui prend en plus la TVA. Mais surtout, et c'est là où ils sont forts, c'est que si on est redressé en tant que particulier, c'est sur 3 ans. Si on est redressé en tant qu'entreprise, c'est sur 10 ans en arrière. Et donc le fisc a pu revenir 10 ans en arrière et non pas 3.
Principalement parce que comme ce monsieur ne savait pas, sûrement n'a rien fait, et le fisc a dit que non seulement c'est une activité commerciale qui n'a pas été déclarée, mais c'est une activité ce qu'on appelle occulte, c'est-à-dire que on soupçonne le contribuable d'avoir occulté de faire son activité commerciale. Et quand on est en activité occulte sur une activité commerciale, on a une majoration qui n'est pas de 10, des fois 40 sur l'impôt sur le revenu, qui est de 80%. Et donc, en procédant ainsi, c'est comme ça en fait que le fisc arrive sur un gain de 72 000 à aller réclamer 71 000. Parce qu'au final, il prend l'impôt sur le revenu, il prend la TVA, il s'assure de pouvoir revenir sur les 3 années en revenant 10 ans en arrière. Le tout, on va dire que le tout, ça faisait 40 000 euros. Mais comme c'est une activité occulte, sur ces 35-40 000 euros de redressement, boum, 80% de majoration et on passe à 71 000. Donc voilà comment le fisc en arrive là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous voyez, c'était il y a plus de 10 ans et on ne sait qu'aujourd'hui le résultat. Ce qui s'est passé, c'est que le fisc est arrivé, a tenté une requalification d'activité commerciale pour prendre tout ça et a dit monsieur, là, vous nous devez 71 240 euros. Le contribuable ne s'est pas laissé faire. Et donc, on a eu deux choses. D'abord, il y a eu un premier jugement. Le contribuable, du coup, saisit le tribunal administratif et il va gagner. C'est-à-dire que le fisc va lui réclamer ses 71 000 et le fisc ne va pas réussir. Le tribunal va considérer qu'effectivement, monsieur est juste un collectionneur de vin. Et effectivement, il achète et il revend du vin. Mais si on regarde, en tout, il a vendu 60 bouteilles. J'aurais pu mettre un S, tiens. Hop. En tout, il a vendu 60 bouteilles, mais il en possède plus de 600. Donc en fait, la vente, si on considère toutes les ventes de ce fameux Pétrus là, ça concerne seulement 10%, c'était même 9% de sa collection. Et donc, du coup, le tribunal à l'époque a dit bah non, écoutez, les impôts là, on ne peut pas considérer que c'est une activité commerciale. Ce gars-là collectionne du vin, il ne revend pas toute sa collection de vin, il a revendu à peine 9%. Donc non, là, le redressement fiscal au titre de la plus-value, oui, sur 3 ans, mais sur 10 ans avec 80% de majoration avec la TVA, non. Et donc le contribuable a gagné. Pas de chance pour lui. Le fisc, et en l'occurrence le ministre de l'économie, n'a pas voulu en rester là. Et donc, à l'issue d'un premier jugement, celui qui perd peut faire appel. Et donc là, ils ont fait appel. Et dans ce cas, ça part à la cour administrative. Et donc tout ça a duré. On a eu le premier jugement au bout de quelques années. La cour administrative a été saisie et on a le résultat depuis octobre dernier. Et donc cette fois, la cour administrative sanctionne le contribuable. Donc là, le jugement va dans l'autre sens. Et alors pourquoi? Comment ça se fait que du coup, il est plus considéré comme un particulier qui achète et qui vend du vin? Et j'insiste, ça pourrait être tout. Hein. Vous achetez, vous vendez des ordis, des machins, des cartes à collectionner, que sais-je. Ça marche pour tout. Hein. Et ils se sont dit, non, là, on n'est plus sur un particulier qui achète et qui vend des choses. On est sur quelqu'un qui fait une activité professionnelle déguisée. Et alors pourquoi? Du coup, vous pouvez aller regarder la jurisprudence que je vous mets. Tout est expliqué là-dessus. Je vous ai fait un petit récap, mais on a notamment, je crois que c'est dans le paragraphe 3, vous avez tout ce qui a été fait. Et dans le paragraphe 5, vous avez toute la chronologie des faits et tout ce qui fait que le tribunal a considéré que le fisc avait raison. Mais grosso modo, ils se sont basés sur les choses suivantes. Déjà, ils ont considéré que le montant des ventes et notamment le montant du gain, c'est-à-dire les 72 000 là, sur 3 ans, était quand même très important par rapport au salaire du contribuable. Et ça, c'est vrai que c'est un point qu'on voit régulièrement dans plein d'aspects juridiques, dans les dons, dans les gains, dans est-ce qu'on déclare ou pas. Dès lors que vous commencez à gagner autant, plus ou même déjà pour moitié de l'argent par rapport à vos salaires, vous êtes très, très certainement dans une activité professionnelle qu'il faut déclarer correctement. Et donc le montant important des ventes par rapport au salaire du couple a joué dans la balance et les a fait basculer de ce côté professionnel plutôt que particulier. C'est vraiment ça qui a joué. Le deuxième aspect, les bouteilles ont été vendues peu de temps après l'acquisition. C'est vrai que là, le contribuable n'a pas été prudent. S'il avait consulté quelqu'un, moi ou un autre, le fait effectivement d'acheter les bouteilles et de les vendre immédiatement, puisque là, il y a eu un délai
très très serré entre le moment où il acquiert les bouteilles et le moment où il les vend. Et je crois que pour certaines, il n'a même pas pu prouver quand est-ce qu'il les avait achetées, ce qui est aussi un gros problème. Et donc ça a largement joué en sa défaveur. Et ça donne des arguments au fisc pour dire attention, là, c'est une activité professionnelle. Il ne le prend pas pour sa collection ou pour son utilisation personnelle. À peine il les a achetés, il les revend. On est sur un professionnel qui sait qu'il peut faire une plus-value, qui sait qu'il peut faire une bonne affaire. Et donc ça n'a pas joué pour lui. En outre, l'argument de l'avocat était bien sûr de revenir sur cette histoire des 10%, en disant mais attendez, il a vendu à peine 9% de sa collection. Sauf que là, le tribunal a regardé, et si on regarde de près, malheureusement pour le contribuable, encore une erreur de sa part, il a vendu que du Pétrus. Et donc il aurait été plus judicieux de mélanger un peu d'autres vins avec ça, puisqu'effectivement, si on regarde sur l'ensemble de sa collection, il a vendu que 9%. Mais si on regarde le Pétrus uniquement, on se rend compte qu'il a vendu 57% du Pétrus que contenait sa collection. Et comme il a vendu que de ça, eh ben on peut avoir une autre vision de dire ce gars-là n'a pas vendu 9% de sa collection. Ce gars-là, il a vendu 60% du vin Pétrus qu'il possédait. Et donc le tribunal a joué là-dessus. Et bah, il a bien raison, hein. Effectivement, là, ça prouve qu'on est sur quelqu'un qui, encore une fois, qui est plus côté professionnel que particulier. Et enfin, une chose, on va dire une erreur régulière aussi, hein, c'est la fréquence des ventes sur plusieurs années. Et puis là, on le voit clairement, hein, vendre en 2011, 2012, 2013, le même vin, le même nombre de bouteilles avec une grosse plus-value à chaque fois. Ça marche dans tout, hein. Quelqu'un qui achète une maison, qui la revend immédiatement avec une plus-value de 100 000, il le fait une fois, ça va. S'il le fait une fois, deux fois, trois fois sur 3 années, chaque année dans le même secteur, le même domaine, c'est plus un particulier qui a fait une bonne affaire, c'est un marchand de biens et l'impôt n'est pas le même, il y a le redressement, ça marche pour tout. Donc voilà pour ce fait divers et voilà comment ce monsieur, malheureusement pour lui, se retrouve à avoir gagné 72 000 mais à devoir payer 71 000 aujourd'hui. Donc voilà Moi, je trouvais que le fait divers était intéressant. Je me disais que sur YouTube, la vidéo pouvait être intéressante. Je termine quand même avec des petits conseils qu'on en tire quelque chose d'utile. Donc, de manière générale, quand vous achetez et que vous revendez des biens, et je parle quand vous gagnez, on va dire, quand vous gagnez plusieurs centaines, quand vous commencez à gagner plusieurs centaines, quelques milliers d'euros, il faut commencer à bien réfléchir. Voilà, si vous gagnez 3 euros en vendant un Bermuda sur Vinted, ça va. Au-delà, quand on commence quelques centaines, quelques milliers, et ben là, on commence à avoir des réflexes pour éviter de se faire avoir comme ce monsieur. On garde toujours ses preuves d'achat pour pouvoir dire regardez quand je l'ai acheté, à combien je l'ai acheté, à qui je l'ai acheté. Très important quand on va sur du tribunal ou de l'argumentation avec le fisc. On fait attention aux marges énormes. Que ça arrive une fois qu'on fasse un gros coup, ok. Si tous les 2 jours on fait un gros coup, tous les 2 mois on fait un gros coup, et bah peut-être qu'on est un professionnel et qu'on n'est plus un particulier qui a eu du bol. Donc attention aux marges énormes et régulières, attention à la régularité. Donc prudence sur le nombre et la fréquence des sessions. Dès lors que vous commencez à faire ça régulièrement, à gagner beaucoup d'argent régulièrement en vendant les mêmes choses, et bah vous êtes assimilé à un professionnel et bah peut-être qu'il faut faire des déclarations en conséquence. Et on fait toujours un historique du réemploi des fonds. Ça, c'est très important. Ça a joué aussi dans le truc. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce gain de 72 000 euros? Est-ce que j'ai réemployé à réagrandir ma collection ou est-ce que j'ai acheté une maison avec? C'est des choses qui peuvent jouer dans l'argumentation et en votre faveur ou en votre défaveur. Et je terminerai avec, selon moi, le meilleur conseil qui me fera toujours rire, hein. Consultez un professionnel par pitié, hein. Je ne compte pas le nombre de gens qui ne veuillent pas payer, alors que ce soit mes honoraires, mais même d'autres, hein, d'avocats fiscalistes ou de notaires ou d'experts comptables. Mais ce monsieur, alors peut-être il ne savait pas, mais s'il était venu, qu'on lui avait fait un devis à quelques milliers d'euros juste pour lui dire comment faire les choses correctement, et bah sur le coup, peut-être il serait dit ah, 2000 euros là, ça fait cher, peut-être le fiscaliste n'est pas compétent, j'ai pas envie. Sauf que bah là, avec un fiscaliste compétent, les 2000 euros étaient totalement rentabilisés puisqu'on évitait un redressement de 71 000. C'est malheureusement quelque chose qui est très fréquent dans le métier et ce qui fait que les honoraires sont durs à vendre, hein. C'est pas forcément un gain immédiat, c'est aussi un gain de temps dans le futur. On évite, j'ai envie de dire, des embêtements pour rester poli. On évite des frais futurs, on évite des redressements en faisant les choses correctement.
Voilà, donc n'hésitez pas, si vous trouvez un professionnel compétent et que vous êtes dans ce genre de situation, le professionnel va prendre des frais et c'est normal, c'est pour éviter ce genre de problème. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo qui est un peu à part par rapport à d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai mettre régulièrement des jurisprudences comme ça un peu pédagogiques. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt. Salut tout le monde.